Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Charlotte Paulet. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Charlotte Paulet, qui est historienne des mathématiques et didactologue de philosophie. En ce qui concerne l'histoire des mathématiques, elle explique qu'elle s'ennuyait un peu à l'école et donc à la bibliothèque, elle avait trouvé un livre qui parlait de l'histoire des mathématiques, mais que dans l'introduction, il était écrit que certaines régions du monde n'étaient pas incluses dans ce livre, notamment l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée, et donc elle a décidé de s'intéresser en particulier à l'histoire des mathématiques de l'Inde et de Chine, donc à travers le sanskrit et le chinois classique. Alors d'abord, j'étais professeure de philosophie en lycée, mais bon, j'avais déjà travaillé en histoire des sciences auparavant, en particulier des mathématiques de l'Inde. Et après, j'ai eu envie de poursuivre en doctorat, et lorsque j'étais à Paris, j'ai rencontré le professeur Hong Wansheng, qui travaille à Sheda, et qui m'a proposé de venir à Taïwan. Et c'est fait assez rapidement, et donc je me suis retrouvée en co-tutelle entre Paris 7 et Sheda. L'Université nationale normale de Taïwan. Oui, c'est ça. On m'avait dit que les cours étaient en anglais. C'était pas vrai. C'était en chinois. Le manuel était en anglais. C'était des manuels américains, les manuels d'algèbre et les autres disciplines. Et donc, il a fallu s'adapter. Voilà. Et ils n'ont pas tellement changé leur programme et leurs examens pour moi. Donc je suis passée par le même programme que tous les étudiants taïwanais. Donc ça a été une avalanche d'examens, de pression, de cours auxquels il fallait assister, de crédits qu'il fallait obtenir. Et si je n'obtenais pas les points dont j'avais besoin, j'avais au-dessus de ma tête la menace on pouvait couper ma bourse d'études et ne pas renouveler mon permis de séjour. Pour pouvoir réussir à ces séries d'examens pour lesquels je n'étais pas formée, par exemple pour l'examen qualificatoire d'algèbre, on m'a juste donné les examens des années précédentes et le format de l'examen, c'était des choses que je n'avais jamais vues. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, donc il a fallu que je pense autrement et que j'apprenne à apprendre autrement. C'était la condition pour pouvoir passer ces examens. Enceinte, en plus. C'est très difficile à Taïwan d'être maman et de poursuivre ses études ou une carrière en même temps, j'imagine. Alors, quand on est maman, oui, alors c'est difficile partout dans le monde, je pense. Et je pense à Taïwan, le sac à dos des mamans, ce qu'elles ont apporté sur les épaules est spécialement lourd. Il y a toute la charge mentale qu'on connaît déjà, avec lever le matin, le petit déjeuner, préparer le sac à dos, habiller les enfants, les emmener à l'école et tout ça. Mais ensuite, l'après-midi, pour les classes primaires, il n'y a pas d'école. Donc c'est le Hansingban ou le Busiban, avec toute la charge de devoirs. Et c'est souvent, s'il n'y a pas un Busiban pour s'occuper de ça, ce sont les parents qui vont devoir apprendre aux enfants à faire leurs devoirs. Parce qu'on va donner des devoirs aux enfants, mais c'est pas pour ça qu'ils savent les faire. C'est pas qu'ils n'ont pas les capacités de répondre aux exercices, mais il faut leur apprendre la discipline nécessaire pour allez, c'est l'heure des devoirs, il faut s'y mettre, il faut être là à côté, coacher, expliquer, répondre aux questions. Et donc ce qui fait que le soir, après une journée de travail, on a plus de 2 heures de devoirs pour des tout petits. Je me suis retrouvée à aider mon fils à faire des maths en chinois en faisant la cuisine en même temps. Donc c'est très difficile. Et une fois que mon fils est au lit, ça prend aussi du travail de mettre les enfants au lit, lire la petite histoire, le répéter 15 fois qu'il faut se laver les dents et tout ça. C'est tout un rituel qui prend du temps. Et après, j'ai pas fini mon travail, je me remets au travail le soir. Donc c'est extrêmement lourd. La charge est très très lourde pour les mères de famille. Ouais. Donc c'est un problème parce qu'après, quand il s'agit de déposer des projets, de faire toute la gestion des projets qui réclament une gestion financière, où il faut s'occuper de gérer toute la paperasse du financement, des remboursements, des salaires, du recrutement des équipes, les rapports à écrire, les rapports de mi-projet, de fin de projet, refaire les évaluations, les nouveaux projets, les analyses de données scientifiques, la rédaction, les reviews, etc. Il y a tout un travail de gestion monumental derrière qu'il faut faire en plus de l'enseignement, de la recherche et du travail de maman. Donc c'est un travail extrêmement lourd
qui explique peut-être pourquoi le taux de natalité est aussi bas, parce que c'est très difficile de tout gérer si on n'a pas, je dirais, toute une équipe pour gérer ça. Je veux dire, une famille derrière ou voilà. Souvent, les grands-parents prennent les une grande partie en grands-parents, charge. quand ils peuvent, quand ils sont dans la même ville, ou qui sont pas, ou s'ils sont déjà à la retraite. Donc c'est compliqué. Et ça, c'est pas que Taïwan, c'est compliqué partout, mais je pense que c'est spécialement compliqué dans les mondes confucéens en général, pour englober aussi le Japon, la Corée, la Chine, où les mères de famille et les mères scientifiques ont donc une charge à porter qui est extrêmement lourde. C'est probablement pénalisant à long terme pour la carrière, et ce qui fait qu'on voit très peu de femmes qui sont full professeurs, et souvent on s'attarde longtemps assistant professeur et péniblement au niveau associate professeur. Donc ça crée... C'est seulement vers la fin de leur carrière, quand les enfants sont plus grands, qu'elles peuvent... Voilà, c'est quand les enfants sont plus grands qu'on peut faire plus de publications, et mais aussi qu'on est plus fatigué aussi. Et quelle est l'attitude des universités ou des entreprises par rapport à la maternité, justement ? Après, ça dépend des départements et des politiques universitaires. Je sais que, par exemple, à Taïwan, quand on a eu un enfant, on a le droit à 2 ans de plus pour demander sa promotion. Ce qui est déjà pas mal, ou on a le droit de justifier d'un trou de 2 ans dans les publications. En effet, sinon, c'est pénalisant. Mais le problème, c'est que si on est thésard ou postdoc, on n'a pas droit à ces fameux 2 ans. Donc, on n'a pas de pause. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée avec mon bébé, ma thèse, à tout faire en même temps. J'ai pas eu de congé maternité. Et donc, après avoir obtenu son doctorat, Charlotte Paulet a fait 1 an de postdoc à l'université avant d'être recrutée directement par l'université Jiaotong Daxue de Hsinchu, qui est très connectée à tout le parc scientifique qui se trouve aussi dans cette ville-là. Et donc, je l'ai interrogée aussi sur sa place en tant que femme dans un monde de mathématiques qui est plutôt traditionnellement très masculin. Que ce soit à Hsinchu ou partout dans le monde, les femmes sont minoritaires en mathématiques. Par exemple, maintenant qu'en France, les mathématiques sont devenues un peu plus optionnelles qu'avant au lycée, c'est la désertion des femmes. Les élèves filles ne vont plus en mathématiques. Le fossé qui avait été un petit peu comblé en rendant les mathématiques obligatoires pour tout le monde, là, c'est la débandade. Il y a des contextes sociaux, des croyances qui sont greffées autour des mathématiques. On pense beaucoup que les mathématiques sont universelles, neutres, et en fait, il y a toute une anthropologie, une sociologie autour de ça, toute une appréhension aussi autour des mathématiques. C'est la seule discipline qui génère des phobies. Donc c'est qu'il y a un rapport psychologique avec les mathématiques qui est très fort. C'est pas un objet si neutre que ça. Et pour les femmes, on a rendu la tâche difficile en leur expliquant que le cerveau des femmes n'était pas fait pour les maths, parce qu'il y a plein de biais presque inconscients, latents, jamais explicites, mais elles ne se sentent pas admises dans les mathématiques. Et celles qui vont en mathématiques, après, vont devenir des professeurs, mais des professeurs de collège, lycée, primaire. Elles ne vont pas jusqu'au doctorat et dans les secteurs universitaires. Et quand ça arrive, c'est souvent parce qu'il y a déjà un contexte à la base qui est assez différent, soit avec des parents déjà dans les domaines scientifiques qui poussent leurs filles, soit un autre contexte particulier. Étant la seule étrangère dans le département de maths, je ne me suis pas sentie spécifiquement femme. Je me suis sentie plutôt étrangère. C'est pas pareil. Ça change tout, ça change la perception, et donc on ne me regardait pas en tant que quelqu'un qui a un genre, mais plutôt en tant que quelqu'un qui a une peau plus claire. C'est pour ça que je parle de contexte particulier, mais on ne devrait pas avoir besoin de ce genre de contexte. Et puis elle est confrontée à d'autres défis qui sont les mêmes pour de nombreuses femmes expertes, les difficultés pour prendre la parole, pour la garder, mais aussi bien trop souvent un homme qui va lui expliquer quelque chose de l'histoire des mathématiques de Chine, par exemple, alors que l'homme en question ne connaît pas si bien que ça son sujet, et c'est son domaine d'expertise à elle, et il ne va pas non plus écouter ce qu'elle a à dire là-dessus. Pour en revenir à la carrière de Charlotte Paulet, qui est très riche, elle est notamment enseignante à l'université Jiaotong à Hsinchu, où elle a 4 cours.
Cours d'histoire des sciences sur la période ancienne, qui couvre la période qui va de la Mésopotamie jusqu'au XIIe siècle, et ensuite un qui va du XIIe siècle jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, donc les sciences prémodernes, et un cours de philosophie qui est maintenant, on va dire, entièrement centré sur ce qu'on appelle les pratiques philosophiques ou les nouvelles pratiques philosophiques. De la philosophie, on n'aura pas le temps de parler dans cet épisode-ci. Par contre, ce sera l'objet d'un décryptage présenté par Sasa jeudi prochain. Donc, je vous invite à rester attentif à cela. Et pour clore notre entretien, j'avais encore demandé à Charlotte quel projet elle avait pour l'avenir. Waouh, justement, je viens de déposer hier un projet auprès du ministère de l'Éducation pour continuer la semaine de la philosophie, la formation des professeurs, la traduction en chinois d'un nouveau livre, un nouveau manuel. Cette fois, c'est plus pour les classes primaires, ce sera pour les plus grands, des pratiques pour les plus grands avec les différentes écoles, enfin les différentes méthodes, apparatus qui existent en philosophie pour enfants, parce qu'il y en a plein. Après, je vais déposer encore un nouveau projet, mais auprès du ministère des Sciences, pour continuer en histoire des mathématiques sur l'Inde, la Chine, la didactique, etc. Donc oui, des projets, il y en a plein là. Et toujours le fameux roman que je dois terminer, qu'il faut que je tape. Donc je suis très occupée là, ça va, j'ai pas le temps de m'ennuyer.